Yaorana et bienvenue dans Manava. Comment se loger en Polynésie? Plusieurs options existent évidemment, et notamment grâce à l'Office polynésien de l'habitat qui nous accompagne aujourd'hui. Intéressons-nous particulièrement à une spécificité polynésienne, le Faré OPH. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Moana Blanchard, qui est directeur général de l'OPH, Bruno Marty, directeur de maîtrise d'ouvrage à l'OPH, et Cathy Danlou, qui est adjointe au directeur de la maîtrise d'ouvrage de l'OPH en charge des demandes d'aide en habitat dispersé. Je l'ai bien dit. Moana, première question pour toi. Parle-nous de la création de l'OPH et de son histoire. Alors, je dirais que l'histoire de l'OPH a commencé avec celle de l'OTHS, l'Office territorial d'habitat social, qui a été créé au 1er février 1979. Nous sommes donc actuellement dans notre 44e année d'existence. Donc, cet Office territorial d'habitat social avait donc pour vocation, effectivement, de loger les familles à conditions modestes de revenus, à des conditions abordables pour elles. Et donc, elle a d'ailleurs traversé les périodes difficiles qu'a connu la Polynésie française dans les années 80, avec des événements climatiques que l'on sait, les cyclones. Ensuite, il a fallu faire évoluer en fait le schéma de fonctionnement de l'Office territorial d'habitat, puisqu'à cette époque-là, comment dirais-je, les loyers étaient par exemple fixés à 18 310 francs, toutes charges comprises notamment, et c'était ce qu'on appelle le régime de la subvention 100% à la pierre. Ensuite, du fait qu'on souhaitait augmenter en fait les capacités de financement de l'Office en faisant des recours aux emprunts, notamment auprès de l'Agence française de développement, un modèle économique a été implanté pour considérer en fait des loyers d'équilibre, c'est-à-dire des loyers qui permettent justement d'équilibrer les investissements que nous avons mis en œuvre pour réaliser les opérations. Et c'est là qu'en l'an 2000 est né l'Office polynésien de l'habitat, l'OPH que nous connaissons aujourd'hui et qui travaillons toujours sur ce même modèle jusqu'à ce jour et pour lequel je pense que les dernières années qu'on a connues, du fait de la stabilité du gouvernement, nous avons pu développer un certain niveau de production jamais atteint auparavant. Alors, l'OPH, on en parle, tout le monde, on connaît le terme. Et comment est-ce que c'est organisé en interne et qui siège, par exemple, au conseil d'administration? Alors, le conseil d'administration est composé de 11 membres à voix délibérative, dans lequel nous avons comme président du conseil d'administration usuellement le ministre en charge du logement, en l'occurrence M. Jean-Christophe Bissou aujourd'hui, qui est également vice-président du gouvernement, dans lequel nous trouverons M. Edouard Fritsch également, qui veut siéger au sein de ce conseil. Nous avons aussi comme la vice-présidente du conseil d'administration, pardon, c'est Mme Virginie Bruand, ainsi que des représentants de l'Assemblée de Polynésie pour 2 personnes, des représentants du monde syndical, je dirais salarié, avec deux membres et patronal, avec 2 membres également. Donc, et ensuite, accompagné de la représentation du Trésor, ainsi que des personnes issues de l'État. Donc, ça permet d'avoir un panel très large et d'avoir une vision assez large aussi des différents besoins et problèmes qu'on pourrait rencontrer. On travaille effectivement dans le monde de la société. On touche en fait les familles polynésiennes, je disais à tantôt les plus modestes, et les financements faisant appel à toute la panoplie de la subvention publique pays et également des participations de l'État. Il était normal qu'au sein de notre entreprise, il y ait cette représentation très large, oui. Voilà, entre le monde syndical également, salarié et patronal, les membres du gouvernement et les représentants de l'État. Bon, alors on a vu le fonctionnement maintenant. Bruno, une question assez aussi simple et concrète. Qu'est-ce qu'un Faré OPH? Un Faré OPH, à l'origine, était à la suite des cyclones qui sont passés en 83. Il a été créé par un groupe de personnes, Kokota Petouarei, Jacques Derue, Olivier Simon, et ce Faré a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va démarrer un nouveau prototype pour changer et se rapprocher plus de ce qui a été déterminé par le programme de la politique publique de l'habitat, et ainsi que le SAGE. Donc voilà, aujourd'hui, un Faré OPH, c'est un Faré qui est construit très rapidement. On va du F2 au F5, et on arrive à avoir différentes variantes suivant les terrains. Pour pouvoir l'implanter, on déplace les terrasses en pignon, on a en fait une gamme qui est évolutive, qui est évolutive et modulable. Et surtout pour s'adapter. Le Faré OPH, son âme, c'est un 4x4. On doit pouvoir l'implanter partout. Sans électricité, il peut être monté entièrement à la main. Et c'est cette philosophie qu'on garde même dans le futur prototype. On peut considérer que c'est la spécificité polynésienne du Faré OPH. Tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde voit les Faré OPH, mais derrière, il y a toute une infrastructure.
toute la filière OPH, c'est 61 personnes. Okay. Il y a 62% d'hommes. Par contre, l'encadrement, c'est 71% de femmes. La moyenne d'âge de toute cette filière, c'est 48 ans. Quand vous comparez à l'âge où le faré a été créé, on voit tout de suite la différence. C'est aussi 1,2 hectare d'entrepôts couverts pour stocker les maisons. Proposer les maisons. On peut stocker 500 maisons en simultané. Ça a une valeur moyenne de 3 milliards de stock en permanence. Ça représente 435 000 pièces de bois, dont 36 000 pièces de bois locales, puisqu'aujourd'hui on a introduit le pain, local, la production locale dans le faré OPH. C'est 80 entreprises qui représentent à peu près 560 emplois sur l'année. Et c'est 1 milliard, 2 milliards de commandes qui sont injectées directement. On va des Gambiers aux Australes, aux Marquises. C'est 1300 mètres cubes de caisses. C'est 480 déplacements dans les îles pour tous les contrôleurs, pour suivre les travaux. Et ça, c'est à peu près 130 millions de fret injectés directement, puisque l'OPH paye le fret. Donc voilà, ça fait un équipement global qui fait dans les 5 milliards d'euros. Il faut savoir aussi que la filière faré OPH, avec les taux de production qu'on a aujourd'hui de 500 voire 600, je pense, cette année, génère une économie à côté. Autre que le bois et tout le matériau qu'on a, c'est les frigidaires, les fours, les tringles à rideaux. Et toute cette partie-là, ça représente pas loin de 300 millions aussi qui sont investis. Donc voilà un peu, en gros, le faré OPH. Je voulais parler de ça parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre qu'on voit pas. Oui, mais c'est très intéressant. Et c'est tout ça. On voit les contrôleurs, on voit les gestionnaires clientèle au début pour le montage des dossiers, mais il y a toute cette chaîne derrière qu'on ne voit pas. Mais c'est la cheville ouvrière, c'est les gens de nombre. Important. Et je tiens à les remercier aujourd'hui. Cathy, de façon concrète, donc un faré OPH, les personnes qui vont le recevoir vont participer aussi en termes de financement, en partie. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que vous calculez ce taux de financement ou cette participation ? Alors en fait tout est prévu en fait dans la réglementation. Il faut savoir en fait qu'il y a des critères d'éligibilité, essentiellement des critères de revenus. Il ne faut pas dépasser un certain plafond. Et on va y venir après ça. Oui. Okay. Et aussi également une moyenne économie journalière. Donc c'est un petit calcul voilà vite fait. Mais effectivement en fonction de leurs revenus, ils ont une participation à payer. La participation minimale est de 2% quand vraiment les gens n'ont pas du tout de revenus. Ils ont quand même un minimum du minimum, à savoir 2% du coût du faré, qui doit représenter à peu près 200 et quelques mille la plupart du temps. Mais il y a aussi, en fonction effectivement de leurs revenus, une participation qui est modulable. Donc, ils sont dans les clous de la réglementation. Et cette participation, effectivement, ils ont 5 mois pour la payer à partir du moment où leur dossier a été réactualisé et qu'ils sont passés effectivement en commission. Et à ce moment-là, on pourra construire leur faré. Ils doivent fournir le terrain aussi, c'est ça ? Le principe de l'habitat dispersé avec le faré OPH, c'est qu'en fait, le demandeur, le client fait la moitié du travail. Il fournit le terrain, il amène le terrain. Donc, ça nous évite à nous le travail de recherche qu'on a à faire souvent dans l'habitat groupé pour les lotissements. Donc, le demandeur fournit le terrain, il monte son dossier, il a un permis de construire, sachant qu'un permis de construire est valable aujourd'hui jusqu'à 5 ans, avec des prorogations. Donc, ça nous laisse le temps de le construire. Et donc, quand son dossier donc, est complet, il le dépose à l'OPH, donc notre service clientèle est au Rempart, pas loin de Agritech. Et donc, on reçoit tous les matins. Et donc, il dépose son dossier et donc, on regarde si effectivement il est éligible. On regarde de la réglementation, c'est-à-dire de ses revenus, en fonction de sa composition familiale aussi. Et à ce moment-là, il attend de passer en commission. On va revenir aussi sur la notion de dossier. Moi, je voulais venir reparler du terrain parce que peut-être des familles ne disposent pas de terrain. Et est-ce qu'ils ont des aides ? Est-ce qu'on les accompagne ? Est-ce qu'on va trouver des terrains pour eux ? Voilà, c'est faisable aussi. Ça fait partie des missions de l'OPH ? La mission de l'OPH, effectivement, comme je disais au départ, c'est de loger les familles modestes à condition modeste de revenus, pardon. Pour autant, celles qui ne disposent pas de foncier vont se trouver à être logés dans ce qu'on appelle chez nous l'habitat groupé, comme le précise. C'est encore différent. Donc, on est là dans les lotissements en collectif, soit bâtiments ou pavillonnaires, mais qui sont des lotissements
que nous sommes amenés aussi à construire, qui fait partie d'ailleurs de la panoplie d'actions pilotée par Bruno Marty. Lorsqu'on est sur l'habitat dispersé, il faut le terrain. Au moins une capacité à le maîtriser. Par exemple, souvent les terrains sont en indivision, mais il arrive que les familles peuvent s'entendre pour donner un bail d'au moins 18 ans ou 15 ans pour que l'attributaire futur qui respecte les conditions d'éligibilité puisse bénéficier de ce faré-là. Donc c'est un peu le moyen qu'on a pour Oui, voilà, il y a aussi une option. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir sur un grand terrain plusieurs familles qui disposeraient d'un faré au péage si les dossiers ont été acceptés. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'aspect du foncier que tu viens de mentionner, il faut avoir la capacité de donner la maîtrise du terrain. Il y a un engagement, par exemple, sur l'honneur de savoir que oui, ce terrain va m'être accordé par la famille. Si par contre, au moment du chantier, ça nous est arrivé, des contestations se lèvent, il a un engagement sur l'honneur et là, l'attributaire ne verra pas son dossier arriver à son terme. Oui, c'est un des petits problèmes qu'on peut avoir aussi en Polynésie, qu'on rencontre. Je voudrais ajouter que depuis quelque temps, le gouvernement a mis à disposition de l'OPH des parcelles, en priorité dans les îles, pour fixer les gens et décohabiter, pour éviter de les avoir sur Tahiti. Et le principe, c'est qu'on fait des lotissements, pas des lotissements de 50, 60, de 15, 20, suivant les îles et les demandes, ce qui permet à ces gens-là d'accéder à la propriété, puisque problème d'individu, pas de foncier, donc impossibilité de construire, et ça permet de décohabiter. Donc c'est les programmes de lotissement qu'on fait dans les îles un peu partout, et on en a encore une quinzaine à l'étude pour les années à venir. En moyenne, combien peut coûter un faré au péage? Suivant le type, ça peut aller de 8 millions à 20 millions. Donc pourquoi 20 millions Parce que c'est l'éloignement, parce que c'est aussi un handicapé. Ouais, donc il va falloir un aménagement particulier. Des rampes d'accès. Il faut savoir que souvent ces farés sont réalisés dans des îles où il n'y a pas d'aéroport. Ouais, donc l'acheminement est compliqué. Tout est beaucoup plus cher. Tout est beaucoup plus cher. Mais ça va entre 8 et 20 millions. En général, quel type de farés sont choisis? 2 chambres, 3 chambres? On a toujours fait du F3 au F5, c'est-à-dire de 2 chambres à 4 chambres. On a introduit le F2. Une chambre, parce qu'il y a une demande. Et puis, ça peut permettre à des gens qui ne peuvent pas avoir, suivant les critères OPH, un F3, d'avoir un F2. Et on en construit 560 par an. Ah bah alors c'est intéressant. J'allais poser la question à Cathy. Donc, construction à peu près 560 farés par an. C'est la production l'année dernière. Ils sont octroyés systématiquement. Octroyés. C'est-à-dire que les 560, il y a déjà les demandes qui sont faites et vous savez déjà qu'ils vont être... Il y a déjà eu tout le parcours avant, tout le parcours du montage du dossier. Et combien il y a de demandes en fait? Parce que là, c'est les 560 pour cette année par exemple qui ont été faits, mais combien de demandes? Aujourd'hui, nous avons à ma connaissance 2500 dossiers en instance de traitement. Qui représente à peu près 30 milliards en budget. Mais en termes de demandes, de nouveaux demandeurs, par exemple en 2022, on a enregistré un peu plus de 600 demandes de FARI. D'accord. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Moana Blanchard, qui est directeur général de l'OPH. Bruno Marty, qui est directeur maîtrise d'ouvrage OPH. Et Cathy Dandelou, qui est adjoint au directeur de la maîtrise d'ouvrage de l'OPH, en charge des demandes d'aide et en habitat dispersé. Moana, une question assez simple. En général, combien de temps prend un dossier, c'est-à-dire le moment où on le dépose et le moment où on a une réponse? Ma réponse sera quand même teintée d'humilité, parce qu'il est vrai qu'il y a plusieurs années, la durée d'attente, et les auditeurs qui nous écoutent sont certainement très au fait de ce type de délai, ça pouvait excéder plus de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, l'organisation que nous avons mise en place d'ailleurs l'année dernière, en fusionnant 2 grandes directions qui peuvent maintenant cumuler une vision de la demande jusqu'à la livraison de la donc clé. Ils suivent le dossier totalement. Oui. Tout à fait. Permet d'avoir cette vision-là et d'établir par M. Bruno Marty à la DMO, la direction de la maîtrise d'ouvrage, une programmation avec une visibilité forte. Et donc, l'objectif est d'aller vers un délai de livraison qui excéderait pas 11 mois à 14 mois. D'accord. Alors, justement, dans cette optique-là, Cathy, comment est-ce que vous faites la sélection des dossiers?
Comment, à qui est-ce que c'est destiné? Qui peut y prétendre? Est-ce qu'il y a une notion d'âge, de revenus? On va essayer d'être un peu plus D'accord. pragmatique. Pragmatique, ok. Alors, en pratique, en fait, la sélection des dossiers se fait tout simplement par le biais de la réglementation. C'est-à-dire que tout le monde peut y prétendre, mais avec des conditions effectivement de revenus, parce que c'est quand même des aides, comme l'a rappelé le directeur général, des aides pour des familles à revenus modestes. Okay. Donc il y a effectivement les conditions de revenus, la moyenne des revenus, qui ensuite, avec la composition familiale, permettra d'obtenir une moyenne économique journalière qui devra rester effectivement dans les clous de la réglementation et ne pas dépasser les plafonds. Donc ensuite, En termes de plafond? en termes de plafond, 3 fois et demi le SMIC pour les revenus, pour les moyennes des revenus, et 5410 pour 5140 pardon, pour la moyenne économique journalière. En gros, on prend les revenus, on divise par le nombre de personnes et on obtient la moyenne économique journalière. Oui, vous avez différents barèmes qui sont déjà bien établis, ce qui permet de poser son dossier, d'aller dans le bon sens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les gens, en fait, qui se poseraient la question, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas, parce qu'ils seraient peut-être en limite des revenus, ils ne savent pas trop. Nous avons un service, nous avons un site OPH qui permet en fait de faire une simulation. Donc, quand les gens rentrent leurs revenus, qui rentrent le nombre de personnes mineures ou majeures, ils peuvent déjà avoir une idée s'ils sont éligibles ou pas au niveau de la réglementation. Après, s'agissant de revenus de clientèle à revenus modestes, il s'agit évidemment de personnes qui n'ont pas d'autres logements à la base. Donc c'est vrai, il ne faut pas être déjà propriétaire d'une maison. Parce que L'idée, c'est pas de cumuler des propriétés. tout à fait, là la réglementation ne le permet pas du tout. Donc ceux qui ont un terrain, comme disait le directeur général tout à l'heure, qu'ils soient propriétaires, c'est-à-dire qu'ils aient fait un prêt, et là effectivement on peut défalquer les échéances du prêt dans leurs revenus, ce qui peut être intéressant pour la participation après derrière à payer. Et soit effectivement ils sont locataires ou effectivement un terrain en indivision avec l'accord des co-indivisaires. À ce moment-là, ils peuvent tout à fait faire la demande de permis de construire et aussi ensuite déposer leur demande à l'OPH. Vous avez aussi d'autres critères, par exemple pour des priorités on va dire dans le schéma ou dans le profil des personnes qui demandent, si ce sont des familles nombreuses, si peut-être des matayapos, si ce sont des couples, de jeunes couples, des célibataires. Alors, il n'y a pas de restriction ni de tri sélectif dans le traitement. Hein. La seule priorité qu'on a, en fait, ce sont les urgences. Donc, des familles qui sont, par exemple, sur le point d'être expulsées ou des familles qui ont subi un incendie. Hein, on l'a vu l'année dernière sur Punavia. Donc, les familles ont été sinistrées suite à un incendie. L'OPH est intervenu. On a lancé donc tout de suite la constitution des dossiers. Donc effectivement, on peut tout à fait être en mesure d'être réactif et de vite constituer les dossiers pour que les familles sinistrées soient relogées au plus vite. Constitution des dossiers se fait avec des agents de l'OPH qui leur expliquent quelles pièces apporter et comment procéder? Tout à fait. Il y a une liste de pièces à fournir. Hein, et donc, que ce soit aussi bien dans un cas de sinistre, c'est-à-dire une mesure d'urgence ou une demande normale, les agents de l'OPH, les gestionnaires instructeurs sont là pour les orienter, leur expliquer effectivement comment ça se passe et comment se déroulera la suite de leur dossier. Bruno, une fois que les personnes ont décidé le type de faré qu'ils allaient demander, est-ce qu'ils peuvent suggérer des modifications ou vous avez déjà des plans bien arrêtés et, comment ça fonctionne? Non, les plans sont bien arrêtés. Voilà. On ne peut pas s'amuser puisqu'on est dans le cadre d'un contrat aussi avec nos entreprises, nos fournisseurs et surtout la garantie. Oui, puis il y a les notions de sécurité et ainsi de suite. Tout à fait. Donc de ce côté-là, c'est décidé dès la demande. Arrive à la construction des dossiers ficelés. C'est-à-dire que les gens payent leur participation. Parce qu'il faut savoir que souvent des dossiers mettent 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que les gens n'ont pas payé leur participation. Okay. Mais dès que ça arrive à la construction, le programme est défini, un handicapé ou le type de faré est bien défini. Ainsi de suite. Tout à fait. Et donc, en général, les personnes qui vont recevoir le faré OPH, au bout de 5 ans, en deviennent propriétaires? Alors non. Non. C'est-à-dire que dans le cas d'un faré OPH, c'est une accession directe à ce qu'on appelle une accession directe à la propriété. D'accord. C'est-à-dire qu'ils deviennent tout de suite propriétaires. Toutefois, comme il s'agit quand même d'une aide publique, d'une aide apportée par le pays, et qu'ils ont eu une participation à payer et non pas ce qu'on pourrait appeler le plein pot, donc ils ont des obligations pendant 10 ans, à savoir surtout occuper leur logement à titre de résidence principale, s'assurer contre les risques incendie et dégâts des eaux, et bien sûr ne pas le transformer en local commercial. Bon, le principe de droit et des devoirs, quoi. Voilà. Tout à fait.
Et Mona, j'imagine, bon là, les gens qui font les demandes sont motivés, mais il peut y avoir aussi, hélas, parfois des incidents de paiement ou des problèmes de paiement. Comment est-ce que l'OPH va réagir face à ce genre de problème? Alors là, cette question-là, elle est surtout, comment dirais-je, fondée sur ce qu'on appelle chez nous l'habitat groupé, où les gens ont un statut de locataire. En revanche, dans l'habitat dispersé qui concerne le thème de ce matin, comme disait Cathy, dès qu'ils ont payé leur participation, On lance la leur construction. construction est lancée, la remise des clés est effective et ils ont l'obligation d'y rester à titre principal. Donc il n'y a pas de notion d'impayé. Les D'accord. impayés, c'est pour Oui, c'est les plus statuts pour, de locataires Voilà. ou nos grands lotissements que nous livrons aussi dans notre métier classique de bailleur social. C'est bien ça, parce qu'on on avait dit tout à l'heure que c'est une spécificité de l'OPH de faire l'habitat dispersé. Les collègues de métropole, qui s'appellent aussi des OPH d'ailleurs, des offices publics d'habitat, font des lotissements, mais en lotissement. Il n'existe pas en métropole ou même en Calédonie ou ailleurs cette notion d'habitat dispersé qui permettent d'accéder à une maison en toute propriété aux conditions qu'on connaît, c'est-à-dire qui sont quand même très très favorables à ces familles de conditions modestes de revenus. Et pour rebondir sur ce que disait aussi Bruno, et au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure, les 5 années, oui, dans les parcelles viabilisées par l'OPH sur des terrains dits domaniaux anciens, l'ADMO crée l'opération, viabilise le terrain avec des parcelles 17 à 20. La maison Faré OPH est construite. Ensuite, il y a une attribution et là, ils ont un système de location-accession, location-vente. D'accord. C'est-à-dire que là, ils vont effectivement avoir 5 ans pour en devenir des véritables propriétaires dans cette configuration-là. C'est une formule qui a beaucoup de succès, notamment pour fixer les populations dans les îles et pour assurer la décohabitation, notamment dans les îles également. Oui, ce qui peut être un problème, et donc leur fournir l'habitat permet aux gens de rester Voilà. dans les îles et puis de continuer à générer de la vie dans ces îles. Oui, tout à fait. C'est La notion justement lors de propriété, à partir d'un donc sur les deux formules dont tu viens de parler, Moana, on accède à la propriété. Est-ce qu'ensuite on peut utiliser ces farés à la location? Est-ce que je peux m'installer ailleurs et je suis propriétaire du fort OPH, est-ce que je peux le mettre en location? Alors, après les 10 ans, ok. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des obligations à la charge des bénéficiaires d'occuper le logement à titre de résidence principale pendant 10 ans. D'accord. S'ils se retrouvent en infraction, la sanction, en fait, elle est sévère et financière. C'est qu'ils devront rembourser l'aide publique, c'est-à-dire la partie qu'ils n'ont pas payée parce qu'ils n'auront pas respecté. Voilà. Après, au bout des 10 ans, effectivement, ils sont de toute façon propriétaires dès le départ, mais au bout des 10 ans, effectivement, si pour des raisons professionnelles ou des difficultés, ils veulent louer leur maison, ils peuvent le faire. Par contre, effectivement, en attendant, ils devront respecter leurs obligations. Est-ce qu'il y a possibilité de la revendre? Après les 10 ans, oui. Toujours après les 10 ans, Toujours voilà. après les 10 ans. Oui, parce qu'on peut très bien être une famille de 4 enfants, les enfants Oui. grandissent, on se retrouve un couple sans Mm. enfants, la maison plus grande, bon Oui. ben on peut se dire on va habiter ailleurs, mais c'est toujours après les 10 ans. Oui. Bruno, est-ce que c'est une question que je voulais poser tout à l'heure, est-ce que le coût de construction est impacté par le coût des matières premières? Est-ce que vous réussissez en Polynésie à maintenir justement un coût moyen et ce qui vous permet de continuer à produire des phares OPH à des tarifs intéressants, on va dire? Enfin, l'organisation mise en place depuis 2019 nous a fait prendre beaucoup d'avance dans les commandes. C'est-à-dire qu'on a pu assurer les objectifs de production de 500. On a eu des difficultés en 2021. Là, la production était tombée à 420 logements. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un impact des coûts. Mais c'est en train de baisser. C'est-à-dire qu'il y a une grosse réflexion de revoir peut-être les sources d'approvisionnement du bois, regarder d'un œil très très avisé le développement de la filière bois local. Voilà. Mais on arrive à tenir nos objectifs de production. Et cette année, on a ce qu'il faut pour pouvoir assurer le fait d'avoir pris de l'avance en permanence. Voilà, ça peut rassurer aussi les personnes qui ont fait des demandes et qui peuvent s'inquiéter, parce qu'on entend beaucoup de choses évidemment et on peut être impacté en Polynésie. Moana, le pays est très impliqué dans l'OPH et on voit régulièrement les remises de clés faites par le ministre. Ça fait partie des leviers économiques et on va dire de pensée positive du gouvernement pour faire avancer les choses et le bien-être de la population? Je vais répondre à la question en rebondissant sur ce que disait tout à l'heure Bruno. Le Faré OPH, c'est la partie visible, mais c'est en aval toute une chaîne d'économie qui est donc impactée.
L'OPH est un instrument effectivement du pays destiné donc à loger ces familles modestes. Ce sont des budgets, notre budget, disons, de fonctionnement et d'investissement, c'est 30 milliards par an. 30 milliards, ça comprend effectivement toutes les subventions pour le grouper et le disperser. Cathy disait tout à l'heure qu'on avoisinait donc au niveau des archives ou des farés 5 milliards, il me semble, pour les 500 farés. Oui, l'OPH aujourd'hui gagne parce que le gouvernement est à l'appui. Ça, il faut le dire. Et donc, oui, grâce à cette source en fait, de réaffectation des impôts sur le front, ça régénère de la TVA par tous les matériaux que nous achetons auprès des entreprises après appel d'offres, avec les familles qui derrière vont acheter des équipements ménagers, et la boucle est bouclée. Ça dynamise l'économie, c'est l'économie positive. Donc, et comme disait Bruno tout à l'heure, quand il y a eu le Covid, l'OPH était resté en activité pour livrer les farés dans les îles. Donc les armateurs n'ont pas eu, je dirais, de chute de croissance d'activité très impactante à ce moment-là. Oui, l'OPH est un acteur très puissant du secteur socio-économique. Dans l'avenir, en conclusion, est-ce que je sais pas, vision de 3 ans, 5 ans, est-ce qu'on se dit que l'OPH va pouvoir peut-être proposer encore un peu plus de farés, ou est-ce qu'en termes de technique et de logistique, on a atteint notre plafond de verre? Je vais répondre dans un premier temps, et j'ai envie de repasser la parole à M. Marty, parce qu'il y a une notion effectivement quantitative. Et aujourd'hui, l'OPH est organisé à l'ADMO pour fournir presque 800 petits farés. Aujourd'hui, on est aux alentours de 500, 600 même. Donc, quantitativement, et si les budgets derrière sont en appui, il faut le dire, parce qu'on ne vend pas les farés, hein, on les construit sur une subvention. Quant à l'aspect qualitatif, je préfère qu'on passe la parole à Bruno au niveau de l'évolution de nos farés avec le prototype que nous sommes en train d'étudier. Voilà. Alors Bruno, c'est toi qui vas faire la conclusion. Alors l'organisation qui a été mise en place aujourd'hui sans augmenter les effectifs ni la capacité des installations qu'on a est de 800 farés. C'est simple, 80 entreprises, 10 farés par an, 800. Le reste, alors j'imagine quand on attend, mais c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, oui. Mais c'est les budgets. Là, on travaille, nous, un budget constant. On fait des prévisions, un budget constant. Et le pays fait un très, très, très gros effort. Vous savez, ma direction, c'est 25 milliards d'opérations vivantes. 423 logements en construction, en résidence, en plus des farés. Les études, tout ce qu'on est en train de faire, c'est 25 milliards. Alors, donc l'effort du pays, voilà, je suis arrivé à l'OPH, on était à 9 milliards. Ouais, donc ça montre bien que le pays suit. Voilà, c'est vraiment un élément important. C'est toute la politique derrière qui va suivre, l'éducation, voilà. C'est une belle machine et ça permet surtout en termes de conclusion de donner l'accès à la propriété à des familles qui ne pourraient peut-être pas le faire. Donc c'est du vrai positif et ça amène du bonheur dans les familles. Donc ça ne peut qu'être bien. C'est notre raison d'être. On va terminer là-dessus. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau et je pense que maintenant on comprend mieux comment fonctionne l'OPH. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.